Bon, c'est pas le tout d'avoir fait la prostituée chez Antox pour avoir des abonnés, mais il y a un moment, faudrait peut-être se mettre au boulot. Attends, je finis mon... Bouge-toi! Ah, ça va, je vais m'y mettre. Putain, en plus, j'ai changé le décor, regarde. Alors, t'en penses quoi? C'est pas mal, non? Bah, t'as juste rajouté une étagère, en fait. Putain, mais tu me gonfles, t'es jamais content. Allez, balance le générique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Seraph of the End. Seraph of the End est créé par Takaya Kagami et illustré par Yamato Yamamoto, avec les storyboards de Daisuke Furuya. La vache, ça en fait du monde. Je te le fais pas dire, mais pourquoi on ne voit pas ce coup-là? Parce que j'ai oublié de tourner ce plan. Ah bah bien. Il est prépublié depuis septembre 2012 dans le Jump Square de Shueisha, et la version française est publiée chez Kana depuis avril 2015. Wii Studio l'a adapté en un animé diffusé entre avril et décembre 2015 sur Tokyo MX au Japon et sur Wakanim dans les pays francophones. Après une épidémie qui décima la quasi-totalité de la population mondiale et dont seuls les enfants ont réchappé, des vampires surgirent des profondeurs de la Terre. L'histoire prend place dans une ville souterraine du nom de Sanguinem, en l'an 2016 du calendrier vampirique. Le calendrier vampirique. Sans déconner. On nous présente deux jeunes garçons se nommant Yuichiro et Michael. Nous les voyons en pleine discussion sur les vampires, quand deux de ces derniers viennent les interrompre et leur plantent une aiguille dans le cou, dans le but de leur prélever du sang. Une fois sorti du bâtiment, le jeune Yuichiro s'énerve et dit à son camarade qu'il en a assez d'être considéré comme du bétail, et se met à hurler qu'il va massacrer les vampires. Ok, le jour de la distribution des neurones, je crois que t'es resté sur file d'attente, toi. Je vais te niquer ta mère! Son camarade lui répond qu'il leur est impossible de rivaliser avec les vampires et que s'ils veulent s'en sortir, ils doivent se servir de leur tête. Un noble vampire fait alors son entrée et propose au jeune Michael de venir lui rendre visite à sa demeure, ce que ce dernier accepte. Salut petit, tu viens chez moi ce soir? Et tu vas voir, on va bien s'amuser. J'ai plein de bonbons en plus. Tiens, t'en veux un? Yuichiro s'énerve alors et demande à son ami s'il compte vraiment se rendre chez ce noble. Celui-ci lui répond que pour avoir une vie convenable, il faut savoir donner de sa personne, que contre un peu de sang, ce vampire lui achète tout ce qu'il veut et qu'il ne voit pas où est le problème. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Si jeune, et déjà à tapiner. C'est beau, putain. Pauvre taré. Le jeune garçon consterné rentre alors seul retrouver les autres enfants avec qui il loge, lui et son camarade. Le soir venu, Michael rentre et dit à Yuichiro qu'il a volé un revolver et un plan de la ville. Il poursuit en disant que la sortie y est indiquée et qu'il a mis au point un plan pour s'enfuir. Il demande alors à son ami de réveiller les autres enfants. Ils se rendent alors à la dite sortie, mais quelqu'un les y attendait. Il s'agit du noble que Michael avait volé plus tôt. Il se jette alors sur le groupe et saisit un enfant avant de le vider de son sang. Le jeune Yuichiro dégaine alors le revolver et tire sur le vampire, mais ce dernier évite la balle. Le jeune garçon hurle alors à ses camarades de fuir en direction de la sortie, mais le monstre les rattrape et les massacre tous. Michael dit alors à son ami de lui donner le revolver. Il lui explique qu'il va faire diversion pour lui laisser le temps de s'enfuir. Le jeune garçon refuse dans un premier temps, mais finit par céder. Le jeune Michael court alors vers le vampire, mais ce dernier l'attrape et l'ampute du bras avec lequel il tenait son arme. Heureusement, le jeune Yuichiro n'étant pas décidé à abandonner son ami, saisit le revolver et tire dans la tête du vampire. Headshot. Grièvement blessé, Michael dit à son camarade de s'enfuir seul. Ce dernier refuse, mais finit encore une fois par céder et se met à courir en direction de la sortie. Après une longue course, il arrive enfin dehors.
Un groupe de personnes vêtues de noir vient alors à sa rencontre et lui propose de les rejoindre pour exterminer les vampires. Après cette vie en captivité et le sacrifice de ses compagnons, le jeune garçon accepte sans hésitation. Bon, avant de vous donner mon avis, je vais vous avouer un petit truc. J'en ai marre des vampires! Sérieux, toutes les mythologies et tous les folklores, c'est la créature la plus pourrave. Et putain, c'est la plus exploitée. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un auteur veut mettre une créature à peu près intelligente, il met un vampire. Ça te casserait le lion, un peu d'originalité? Mais non, mais tu comprends pas. C'est des créatures intrigantes et charismatiques. Ça les rend mystérieuses et cool. J'ai tellement envie de te latter la tronche. Genre une invasion de sirènes ou d'un cube, ça marcherait pas. Ou à la rigueur, pour pas sortir de votre zone de confort, de loup-garou. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Oh, rien. C'est juste que ça me fait marrer les incultes qui parlent de loup-garou. Ton amium de culture ont été liquants. Alors, quand ça sort du cadre du charmant vampire, comme Alucard, qui doit être un des personnages les plus sauvages et bourrins que je connaisse, ou Staz, la parodie d'Otaku ambulante, bah, ça passe. Mais sérieux, c'est quoi ça? Où ça? Mais je vous dis à quoi ça ressemble un vampire à la base? Mais je vais vous le dire. C'est un putain de mort-vivant! Hein? Mais tu dis n'importe quoi. Le mythe du vampire, il est né d'un noble de Transylvanie qui s'appelait Dracula. Reprenons depuis le début. Le vampire tire ses origines de plusieurs traditions mythologiques se retrouvant dans diverses cultures à travers le monde. C'est au début du XVIIIe siècle que leur popularité commence à croître, avec la légende d'Arnold Paolé et de Peter Plogojevich, deux soldats morts durant la guerre qui opposait l'Empire d'Autriche à l'Empire ottoman, qui serait revenu d'entre les morts. Dans cette légende, le vampire est décrit comme un revenant en linceul qui rend visite à ses proches, causant mort et désolation sur son passage. En 1751, dans le traité sur les apparitions d'Augustin Calmet, le vampire est différencié des fantômes et autres esprits en étant désigné comme un revenant en corps. Mais c'est en 1819 que l'image qu'on a aujourd'hui du vampire voit le jour, avec le The Vampire de John Polidori. Par la suite, énormément de romans parlant de vampires vit le jour, mais celui qu'on le retiendra sera le Dracula de Bram Stoker, qui reste encore aujourd'hui la référence du genre. Dans ce roman, le personnage de Dracula est inspiré de Vlad Bazarab, aussi appelé Tépès, signifiant l'empaleur, qui était un prince réputé pour son incroyable cruauté, mais qui n'avait au final rien à voir avec un vampire, si ce n'est le personnage qui l'avait inspiré. En résumé, Dracula était loin d'être le premier vampire, et même si ça reste une référence du genre, l'image qu'on a aujourd'hui du vampire vient de la littérature gothique du 19e siècle. Et Bon, c'est bien, c'est intéressant, mais il faudrait que tu penses à parler du manga, un de ces quatre. Non mais attends, j'ai pas... Écoute, on n'a pas forcément le temps pour tes divagations passionnelles. Si on veut pas que la vidéo fasse une demi-heure, faudrait peut-être passer à la suite. C'est vrai que t'as pas tort. Revenons-en à notre manga. Ce qui m'a le plus marqué dans ce manga, c'est à quel point il met en avant le côté camaraderie. À tel point que ça en devient vraiment ridicule par moments. On est une grande famille, je vous aime tous! Tout le long, c'est « On est des camarades! On est une famille !» Toi je t'aime, 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 toi... Après, dans le texte du manga, c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce que les personnages sont des militaires, et ils font partie du même bataillon. Ouais, je mets militaire entre guillemets, parce que ça... Pour moi, c'est un yaoi shonen. C'est pas un militaire. Ils sont censés faire leur mission ensemble, se battre ensemble, et s'il le faut, mourir ensemble. C'est quand même mieux qu'ils soient potes, non? Mais là où c'est cool, c'est à quel point ça fait contraste avec l'univers du manga. Et plus particulièrement avec les hauts gradés de l'armée. Vous aussi, je vous aime, mon commandant! Foutez-moi ça au trou. Bah, déjà, elle s'appelle l'armée démoniaque impériale du Japon. On va passer sur le démoniaque
et on va plutôt s'attarder sur le impérial. Ça laisse entrevoir une idée d'empereur et de famille impériale, et du coup d'un groupe de personnes toutes puissantes qui se sert de cette armée pour servir ses propres intérêts. Et au final, c'est pas qu'une idée, mais le manga va encore plus loin en intégrant des trahisons et des complots à base d'expériences scientifiques et de sacrifices humains. Rien que ça. En remettant ça dans l'univers post-apocalyptique du manga, ça devient assez intéressant. Ça donne un côté vachement sombre. Et les personnages, au final, sont livrés à eux-mêmes. Ils peuvent faire confiance à personne. Et ça justifie, entre guillemets, l'excédent de camaraderie. Ouais, encore les guillemets. En bref, Seraph of the End, c'est un manga qui peut paraître niais, mais qui garde un univers assez sombre et une histoire vachement intéressante.